Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de la Spring Pal. On n'a pas un temps de printemps aujourd'hui. J'ai attendu que ça se lève, que les nuages s'en aillent, mais ils n'ont pas l'air décidés de s'en aller. Et au bout d'un moment, je me dis, si j'attends trop, il va faire encore plus sombre après. Vous voyez? Donc, on aura cette luminosité là pour ce bilan. Et en même temps, le bilan est pas ouf, comme le temps. Enfin, genre vraiment, j'en ai parlé de un. Et d'ailleurs, je vais commencer par celui dont j'ai parlé en vlog. C'est le dernier que j'ai lu, mais parce que vraiment, c'était pas possible. Donc, en gros, dans ce bilan de Spring Pal, je reviens sur les 4 livres et la BD que j'avais choisi pour mon challenge personnel pour le printemps. Je fais beaucoup de challenges, en gros j'en fais un par mois. Parfois je fais des challenges qui s'étalent sur 2-3 mois, mais ça fait quand même des challenges et je mets quand même beaucoup de livres dedans. Et du coup, par saison, je choisis 4 livres et une BD où vraiment les seules consignes ce sont les miennes. Et en général, j'essaie de sortir des livres que je prends pas le temps de lire le reste de l'année, qui traînent depuis un petit moment dans ma palle, ce genre de choses, vous voyez, et que je mets pas forcément dans des catégories des challenges, pour une raison ou pour une autre. Bref, donc voilà, mais là on est sur 3 échecs et une bonne lecture en termes de roman. Et la BD, où franchement j'aime bien la saga, mais ça commence un peu à traîner en longueur selon moi. Mais on y reviendra à la fin pour la BD, et comme je vous ai dit, on va commencer avec un livre dont j'ai parlé il y a pas très longtemps en vlog, mi-mai, un truc comme ça je pense. Il s'agit de La confrérie de la Dague Noire, le tome 1, L'amant ténébreux de J.R. Ward. Ça fait littéralement des années que ce livre est dans ma palle, que je le vois, que je me dis il faut que je le tente, mais en même temps il est très gros, mais en même temps c'est de la bitlite. Et de la bitlite ça peut se lire très vite, même si ça fait 500 pages. Et donc j'ai fini par le sortir, j'ai fini par le tenter, et ça allait bien, hein. Franchement les 100-150 premières pages, ça allait. Peut-être même les 200 premières pages, ça allait, parce que j'ai été jusqu'à la page 291, mais en fait, les personnages ont fini par me sortir par les yeux. On part d'un postulat très bitlit. Vraiment, c'est une trope extrêmement connue en bitlit, à savoir, on a d'un côté la confrérie de la Dague Noire, c'est-à-dire un rassemblement de 8-9 vampires super puissants, super forts, blablabla, qui combattent les humains parce que parmi les humains, il y a un groupe d'éradicateurs qui est au courant que les vampires existent et qui veulent tuer les vampires. Voilà. Et de l'autre côté, donc on a le chef de la confrérie de la Dague Noire, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui n'a rien demandé à personne, qui ne sait même pas que les vampires existent, mais qui va entrer en contact avec la confrérie de la Dague Noire, et notamment avec leur chef, qui en gros vient la voir, toc toc chez elle, bonjour madame, je suis monsieur Bidule, vous allez devenir un vampire, venez avec moi. En gros c'est ça. J'ai pas de problème avec ce genre de trope, je l'ai dit d'ailleurs en vlog, au début et même avant de le commencer, j'aime bien ce genre de trope parce que le vampire super fort, super puissant se présente comme le sauveur de la demoiselle. Il est en mode « Vous inquiétez pas, je vais vous aider, je vais tout vous expliquer, ça va bien se passer. » Et elle est en mode « Mais gars, d'où tu sors? Je te connais pas, je vais très bien toute seule dans ma vie tranquille. Je n'ai pas besoin de toi en fait. » Voyez? Et ça, j'aime bien. Sauf que là, la trope part en couille. Genre vraiment, on finit par avoir un vampire super puissant, chef de la confrérie de la Dague Noire, qui se transforme en ado boutonneux, qui découvre sa libido et qui ne pense littéralement plus qu'à ça. J'étais en mode, mais je veux bien qu'on soit en bitlit avec des scènes de sexe, des trucs d'adultes, ok tu vois, mais là, on est vraiment face à un gamin de 14 ans qui découvre qui se passe si tu touches en bas. Genre, vraiment, j'étais en mode, mais ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, celle qui, au début, est une femme forte, indépendante, qui se laisse pas faire et tout, se laisse avoir par le « Ah ouais, mais il est quand même super beau. Il est super terrifiant. Il fait super peur. » C'est le genre de mâle alpha bougon qui décroche pas beaucoup, enfin, qui parle pas beaucoup. Du coup, elle est en mode « Il me fait peur. C'est très bizarre. » Mais je suis trop bien élevée pour
lui dire. C'est même pas j'ai peur de lui donc je reste, c'est je suis bien trop bien élevée pour partir comme ça. Sachant qu'entre parenthèses, même si ça ne veut rien dire, elle est orpheline. Elle a été trimballée de famille d'accueil en foyer toute son enfance. Donc c'est pas comme si elle avait reçu une éducation hyper... Enfin, vous voyez, j'étais en mode... Du coup, face à ce constat, j'avançais pas. Et en fait, je voulais pas m'avouer que j'avançais pas dans le livre parce que ça me plaisait pas. J'étais en mode non, mais c'est de la beat lead, c'est la trope que j'aime bien, les personnages sont sympas, on avance, on avance, on avance, on avance. Et en fait, en 3 jours de week-end, parce que c'était le week-end du 8 mai, j'ai dû lire 60 pages. Alors que j'étais chez moi. Enfin, lire, j'avais quasiment que ça à faire, vous voyez. Enfin, j'étais pas débordée, j'ai pas d'enfant, j'ai plus de mec, j'ai plus de chien. Enfin, genre, j'avais pas d'obligation autre dans ma vie, ce week-end-là, toi. Et pourtant, je n'avançais pas. Et j'ai fini par lire un chapitre qui centralise tout ce que je viens de vous dire, avec d'un côté le mâle alpha transformé en ado boutonneux de 14 ans, et de l'autre côté le personnage principal féminin censé être super fort, super autonome, mais trop bien élevé pour envoyer se faire foutre le gars qui lui parle comme un chien. Enfin vraiment, je t'en mode, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout ça au bout de 291 pages. Alors oui, il se passe des choses, on en apprend un peu plus sur les ennemis des vampires, puis les autres membres de la confrérie, enfin il se passe pas rien, sinon j'aurais pas été aussi loin, mais les personnages principaux, c'est pas possible. Vraiment pour moi c'est pas possible, je suis désolée pour les fans, et je me suis mise à votre place, vraiment, fan de la confrérie de la Dagmar, sachez que je me suis mise à votre place, et si j'entends un jour quelqu'un parler de Viper, de personnage créé par Alexandra Ivy dans Les Gardiens de l'Éternité, si quelqu'un parle de Viper comme ça, je ne réponds plus de rien, je pense que j'aurais envie de faire beaucoup de mal à cette personne. Mais les gens ont le droit de détester Viper. Les gens ont le droit de ne pas aimer Les Gardiens de l'Éternité de Alexandra Ivy, alors que moi j'adore cette saga et j'adore Viper. Et vous avez tout à fait le droit d'adorer la confrérie de la Dagmar. Et peut-être qu'à un autre moment ça serait passé. Mais là, non. Ensuite, j'ai tenté, tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Donc c'est un tome 1 d'une saga avec apparemment la même famille, les mêmes enquêteurs. Franchement, j'ai pas trop compris. En gros, dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book de l'année dernière, donc 2025, j'ai reçu un livre de Benjamin Stevenson qui se trouve être le tome 3, je crois, de cette saga-là. Donc je me suis dit, si je veux espérer lire le tome 3 en décembre, bah, il faut que j'ai lu les autres tomes avant, tu vois. Donc j'ai acheté celui-là et je l'ai mis dans cette palle. Et alors, échec cuisant, échec total. On n'est pas... Enfin, moi, je m'attendais à un policier thriller, vu le titre. J'étais en mode vas-y, go, tu vois. Et en fait, pas du tout. On suit un personnage, un homme d'une trentaine d'années, je dirais, qui nous explique qu'effectivement, chaque membre de sa famille a déjà tué quelqu'un. Et donc, en gros, partie par partie... il t'explique comment les gens ont tué quelqu'un. Et je crois que c'est ça, je crois que j'ai lu la première partie qui parle de son frère, et puis il y a une deuxième partie qui parle de sa sœur, et je me suis arrêtée en plein milieu de cette deuxième partie, soit à la page 77, parce que vraiment, en fait, le personnage principal t'explique les faits, mais ça n'a pas vraiment de cohérence ensemble. La narration est très lourde, j'ai trouvé. Moi, je m'attendais à un policier, un truc assez, j'allais dire mouvementé, un truc avec pas mal de rebondissements, pas mal d'événements, une famille de tueurs, enfin c'est quand même pas, ça court pas les rues, là, heureusement, tu vois. Et en fait, pas du tout. Le personnage est en mode oui, je vais vous raconter, vous allez voir, il s'est passé ci. Et puis c'est le genre de livre avec des phrases du style ah, si j'avais su à ce moment-là, je n'aurais pas fait ce choix-là. Si j'avais su que cette décision allait m'entraîner aussi loin, je pense que j'aurais fait autre chose. Oui, je déteste ce genre de phrase. Non mais vraiment, ça me fatigue ce genre de phrase parce que c'est à la fois mettre du suspense et tout de suite après détruire le suspense. Je fais ça. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Bon bah ça va être une catastrophe. Vous voyez, il n'y a pas de suspense. Vraiment, je comprends pas. Les gens qui font, les auteurs qui font ça, ça me dépasse. Je suis en mode, mais comment tuer ton suspense? Vraiment, il y en a plus. Tu viens de me dire clairement que ça va mal finir. J'ai plus aucune... Ça sert à quoi que je lise? Je sais que ça finit mal.
C'est comme si dans la première page d'un thriller, on te disait si j'avais su que c'était lui le tueur, ça aurait été plus facile. Bon bah maintenant que je sais que c'est lui le tueur, ça sert à rien que je lise le livre. Vous voyez, vraiment, je comprends pas ce genre de phrase. Et ce livre en est bourré. Il n'y a que ça. Et vraiment, on suit le personnage et en fait, on est à côté de la plaque. Littéralement. On est à côté de l'histoire que j'aimerais qu'il me raconte. Dans la première partie avec son frère, il te raconte que en plein milieu de la nuit, un jour, son frère est venu le voir pour lui dire que il n'a pas fait exprès, il est arrivé à un accident et il a un corps dans son pick-up derrière ou un délire comme ça, et du coup il se retrouve à l'aider à aller enterrer le corps. Et en plus, t'as aucun contexte, aucun détail, tu ne sais pas ce qui s'est passé, parce que le personnage principal ne sait pas et ne pose surtout pas de questions, surtout pas. Mais du coup, je suis en mode, mais vraiment, l'histoire avec son frère, ça finit comme ça. Ils ont enterré l'autre dans le désert et basta. Qui c'était, comment on l'a tué, est-ce que c'est le frère, est-ce que c'est pas le frère, pourquoi il est demandé de l'aide à son frère, pourquoi en plein milieu de la nuit. Sauf que non, hop, on bascule avec l'histoire de la sœur, et là c'est réunion de famille, au sommet d'une montagne, toute la famille le déteste mais il y va quand même, il y a que sa cousine qui l'aime bien, ils font un bingo familial mais ils jouent qu'à deux. Enfin, je sais pas, ça, mon résumé part dans tous les sens. Le livre part dans tous les sens. Vraiment, le livre part dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucune cohérence. C'est presque un recueil de nouvelles à ce stade-là. Sauf que le personnage principal m'est extrêmement antipathique. Je ne l'aime pas. Je n'ai pas envie de le suivre. Je n'aime pas la manière dont il me raconte les choses. Et quand je vous dis qu'il me raconte une non-histoire, c'est que ce que j'aimerais qu'il me raconte, bah il me le raconte pas. Et ce qui ne m'intéresse pas, bah on va passer 15 pages dessus. Voilà, donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. On enchaîne avec un nouvel échec. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Donc c'est Laura Noir, le tome 1 de Roberto Sanquer. Je crois que celui-là, vous l'avez aperçu en vlog, mais je vous en ai pas parlé. J'ai remis le page, le marque-page n'importe où, j'ai été plus loin que ça. Mais je l'ai... Bref. Du coup, je sais plus à quelle page je me suis arrêtée. Catastrophe, ce livre. Vraiment, je trouve que c'est fait de manière extrêmement maladroite. Ça n'a pas beaucoup de sens, la construction de l'histoire. C'est pas mal écrit, dans le sens où les phrases sont quand même bien faites, enfin je veux dire la narration est là, les descriptions sont là. C'est juste que la construction est bancale. Ça va s'effondrer à tout instant, ça n'a aucun sens. En gros, on suit une jeune fille. Je vais essayer de vous faire un résumé simple, basique, comme Orelsan, et après d'entrer dans les détails de ce qui m'a gêné. Donc on y suit une jeune fille qui est dans une école, c'est une espèce d'école de magie. Elle a été choisie parmi les élus, enfin genre c'est-à-dire que pour intégrer cette école-là, il faut déjà être choisi. Et ensuite, une fois que tu as intégré l'école, il y a une classe à part, c'est les élus des élus, tu vois. Et elle est dedans pour faire un espèce de rituel. Comme elle est en première année, elle regarde les autres faire et l'année d'après, elle fera le rituel. Et puis c'est le genre de truc où il y a des secrets qui ne sont dites qu'à elle, élue parmi les élus, et même entre elles, elles n'ont pas le droit d'en parler. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc du coup, elle est là-dedans, et le livre démarre, c'est un peu le jour de la cérémonie, le jour de la procession, et on la suit là-dedans. Le problème, c'est que cette histoire de magie tellement secrète, bah du coup, on n'a pas le droit de savoir, même nous, lecteurs, lectrices, on n'a pas les infos. On ne sait pas, on ne comprend pas. Vraiment, j'ai lu des scènes où je sais pas ce qu'elles font, je sais pas où elles sont, je sais pas pourquoi elles font ça, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien, vraiment. Et juste, bah, on les suit là-dedans, dans leur rituel de magie, mais vous inquiétez pas, c'est top secret, mais vous inquiétez pas, c'est top secret. Bah, si tu me dis rien, ça me saoule. Et les seuls petits éléments qu'on te donne, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, il faut quand même t'exposer l'univers, c'est extrêmement maladroit. Par exemple, pour t'expliquer comment l'école fonctionne, mais alors ça c'est lunaire, vraiment. Elle te dit qu'elle a un, écoutez bien, elle te dit qu'elle a un poster dans sa chambre qui détaille les niveaux scolaires. C'est comme si toi, être humain, tu avais dans ta chambre un poster qui dit que tu passes de la 6e à la 5e, puis à la 4e, puis à la 3e, puis ensuite tu as le choix entre plusieurs possibilités de seconde. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais tu peux aller soit en seconde générale, soit partir sur un truc plus professionnel, faire un BEP, faire un... Qui a ça dans sa chambre? Non mais répondez-moi honnêtement, qui a ça dans sa chambre?
Personne. C'est réellement le seul moyen qu'a trouvé l'auteur pour nous expliquer comment l'école fonctionne. Je sais pas, dit que c'est dans le hall de l'école, à la limite, mais pas un poster dans sa chambre. J'étais en mode, mais ça n'a aucun sens. Et aussi, au début, j'ai pas compris où elle était. Parce que, c'est la première scène. Elle se réveille, elle a été malade toute la nuit. Elle se réveille dans sa chambre. Et comme tu comprends qu'elle est dans une école de magie, pour moi, elle était genre en internat, donc dans sa chambre à l'école de magie. Toute seule ou pas toute seule dans la chambre, enfin, peut-être avec plusieurs lits, vous voyez, je sais pas, mais à l'école de magie. Donc elle se réveille, effectivement il y a ses camarades qui viennent dans sa chambre, il y a même sa prof qui vient voir si elle va bien et tout, tu vois. Donc pour moi clairement on est en internat à l'école de magie. Et d'un coup, dans ma chambre de jeunesse, je vois le poster, je suis en mode, mais t'es chez toi dans ta maison où t'as grandi ou t'es à l'internat? Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et ça c'est un détail, et c'est la première scène, donc ça n'est pas au début du livre, mais en fait il y a plein de scènes comme ça, à la fois des éléments qui sortent de nulle part et qui sont expliqués de manière totalement bizarre. Et c'est pas mal écrit, la scène en soi est bien écrite, tu comprends ce qui se passe, les niveaux de l'école, la magie, pas la magie, les élèves, enfin vraiment j'ai compris, tu vois, mais c'est juste qui a un poster dans sa chambre avec ces trucs-là? Personne. Non mais vraiment, à la limite de la limite, aux États-Unis, tu peux voir des gens qui ont un poster de Yale parce qu'ils rêvent d'y aller. Mais ils n'ont pas fait un poster avec les étapes pour intégrer Yale. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, je trouvais ça très maladroit. Et d'un autre côté, il y a plein d'autres éléments qu'on n'a pas et que je comprends pas. Parce qu'évidemment, comme elle a été malade, elle a raté la super réunion à laquelle on leur a donné toutes les infos. Résultat, elle a aucune info et nous non plus. Mais elle va quand même participer au rituel et le réussir haut la main. Alors que c'est un rituel top secret, que personne n'a jamais eu les infos, qu'entre elles, elles n'ont pas le droit d'en parler et qu'elle n'a pas eu les infos. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Du coup, rendu là, j'étais en mode, c'est un peu bizarre ce livre. Je l'ai laissé de côté quelques jours et puis je l'ai repris. Et ça va pas. Vraiment, ça. C'est pas pour moi en fait, je pense, tout simplement. On en arrive au seul livre que j'ai terminé et que j'ai aimé, et je vérifie, oui, c'était la suite de saga pour cette saison, et donc c'est La Maison des Secrets, autrement dit le tome 2 de Happiness Key, écrit par Emily Richards, et c'est quand même un comble. Je viens de vous montrer un thriller policier et 2 fantasy qui sont des livres que j'adore lire, et j'ai pas aimé, et là je tiens dans les mains un contemporain pur et dur que j'ai adoré, alors que c'est pas du tout le genre de livre que j'aime d'habitude. Mais vraiment, il y avait plus d'enquête et de suspense dans ce livre-là que dans le truc que tout le monde a tué quelqu'un dans ma famille. Un truc comme ça, vous voyez. Bref, donc c'est le tome 2. Bon, clairement, on n'est pas obligé de lire les tomes dans l'ordre. On est sur un beau bébé, mais franchement, moi j'aime bien. En fait, j'aime bien les personnages déjà, et j'aime beaucoup l'ambiance, être là-bas avec elle, je trouve ça hyper cool. Donc, dans le tome 1, on a rencontré Tracy qui débarque à Happiness Key. Elle vient de divorcer parce que son mari a été arrêté et condamné pour escroquerie, truc d'argent, blabla et tout. Du coup, dans son divorce, elle a tout perdu. Elle était habituée à un certain rang, à un certain niveau de vie, et là, elle a plus rien. La seule chose qu'elle a gardée, c'est Happiness Key, cette espèce de lotissement de 6 bungalows au fin fond de la Floride, c'est ça, que son mari avait acheté, mais mis à son nom à elle uniquement, et donc elle en hérite. Elle débarque là-bas et elle va reprendre la gestion de ses bungalows, récolter les loyers de ses locataires, et puis rencontrer Vanda, une cinquantenaire, peut-être soixantenaire je dirais, qui vit là-bas quasiment depuis toute sa vie. Elle a un petit boulot au diner du coin, son mari est flic, enfin elle a une petite routine de vie classique, tu vois. Et Jania, qui elle a une vingtaine d'années, qui est originaire d'Inde et qui a épousé un homme qui vit dans un de ces bungalows là. C'était un mariage arrangé et tout, enfin bref, voilà. Les 3 jeunes femmes vont se rencontrer et au début du tome 1, il se passe un événement qui les rapproche et sur lequel elles vont enquêter toutes les 3. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Ici, on les retrouve et en fait, ici, Vanda, du coup, rencontre une de ses collègues au diner du coin, enfin au diner où elle travaille,
il y a une nouvelle qui débarque et donc du coup elle discute, elle les présente à ses amis Tracy et Jania, etc. etc. Et au bout d'un moment, les filles vont quand même se poser des questions sur cette nouvelle personne qui a des réactions parfois un peu bizarres face à des gens qu'elle ne connaît pas, face même à la police. Enfin, il y a plusieurs situations et plusieurs événements qui vont les intriguer. Et en fait, elles sont partagées entre bah, on l'aime bien, c'est notre amie, mais d'un autre côté, on a quand même envie de savoir ce qu'elle cache, vous voyez. Donc il y a cette petite enquête, et en parallèle aussi, il y a un personnage de l'ancienne vie de Tracy qui va débarquer à Happiness Key, et Tracy est un peu en mode, bon, si cette personne vient pour m'aider, c'est ok, mais en même temps, je vois pas pourquoi cette personne déboulerait de nulle part pour m'aider, alors que j'ai tout perdu il y a genre 1 an dans mon mariage, enfin dans mon divorce. Du coup c'est pareil, elle est en mode, je devrais enquêter pour savoir ce qui se cache là-dessous, mais d'un autre côté, je peux pas refuser une aide aussi naturelle et aussi bienveillante en apparence. Voilà, donc on a ces deux trucs-là en parallèle, plus la vie quotidienne de nos personnages, Tracy et sa vie amoureuse un peu chaotique, Jania qui essaye de faire en sorte que son mariage fonctionne, et Vanda qui va changer de métier au milieu du bouquin et qui va lancer sa propre affaire en fait. Voilà. Mon résumé casse pas trop par un canard. Franchement, ça a pas l'air ouf, mais j'adore cette saga, je trouve ça hyper cool. J'ai mis le tome 3 dans ma palle du mois de juin. J'espère le lire prochainement, parce qu'au moment où je filme, le mois de juin n'a pas encore commencé. J'ai décidé de prendre un petit peu d'avance parce que, vous le savez si vous suivez la chaîne, mais là du coup c'est le bilan de ma Spring Pal, ce qui veut dire que la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, c'est la réorganisation des bibliothèques pour l'été. Et je sais ce que je veux faire pour l'été dans ma bibliothèque, donc tout ce qui est derrière moi là, vous ne me le verrez plus comme ça. Dans la prochaine vidéo, je vais tout vider et tout ranger autrement. Et voilà. Du coup, pour l'été, ça va changer, donc je prends un petit peu d'avance parce que filmer la réorganisation, ça prend du temps, et monter la réorganisation, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, je prends de l'avance, mais j'ai hâte de lire le tome 3. Et donc on finit avec la BD. Honnêtement, je sais pas si je vais continuer à mettre des graphiques dans mes balles de saison. Le but c'était pour me motiver à en lire au début, mais là je vais tellement à la bibliothèque régulièrement et naturellement que j'en lis déjà beaucoup des BD et j'en achète vraiment quasiment plus, j'en ai quasiment pas dans ma palle, donc je sais pas si je vais continuer à mettre des graphiques dans ces pales là. À voir. Bref, en tous les cas, pour le printemps, j'avais mis Les Sœurs Grémiel, le tome 7, Le Dragon d'Or de Di Gregorio et Barabucci, je ne sais toujours pas comment on prononce ce nom, je suis désolée. Donc dans cette saga, on suit 3 sœurs. J'aime bien cette saga, vraiment, mais là on en est quand même au tome 7, et comme je disais en début de vidéo, je trouve que ça fait un peu long. Je sais pas comment expliquer, mais ils auraient pu arrêter la saga avant. Parce que là, c'est sympa, hein, vraiment les histoires sont intéressantes et je m'ennuie pas. Et si vraiment j'avais voulu, j'aurais arrêté de lire la saga. Mais je sais pas, je trouve que 7 tomes, c'est déjà bien quand même, vous voyez. Bref, donc on y suit. Il y en a une qui s'appelle Lucille, Cassiopée et Sarah. Bon, elles sont pas du tout dans l'ordre, mais bref. Donc 3 sœurs. Et elles ont à peu près une aventure à vivre dans chacun des tomes qui nous est rapporté. Par contre, les dessins sont absolument sublimes. Vraiment, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et ici, en gros, l'histoire, c'est que donc les jeunes filles sont revenues chez elles, puisque dans les tomes d'avant, elles étaient un petit peu parties à droite à gauche en vacances, etc. Donc là, elles sont rentrées chez elles. Et dans le parc d'à côté, il y a une statue qui disparaît. C'est une statue de dragon, et c'est une statue à laquelle elles tenaient. Elles avaient fait un pacte de sœurs autour de cette statue. Enfin, vraiment, pour elles, c'est important, c'est symbolique cette statue, et le fait qu'elle disparaisse, elles sont un peu en panique, ça vient vraiment les chambouler. Et donc elles décident d'enquêter là-dessus. Le problème, c'est que l'enquête n'est pas vraiment au cœur de l'histoire. Il y a l'enquête qu'elles mènent toutes les trois, et puis elles ont chacune individuellement un projet qu'elles ont envie de mener à bien. Il y en a une qui fait du hockey, il me semble, et donc la finale approche, donc elles s'entraînent, etc., etc. La plus petite des trois est toujours extrêmement proche des animaux, et du coup elle découvre un refuge et elle y passe beaucoup de temps, elle rencontre un chien, etc. Et la plus grande des trois, du coup, travaille dans une librairie et décide de participer à un concours d'écriture, et donc ça va lui prendre beaucoup de temps d'écrire ce qu'elle doit écrire pour le concours.
Et donc en fait, au milieu de tout ça, l'enquête sur la statue est un petit peu perdue, noyée. C'est pas inintéressant du tout, et franchement j'ai bien aimé, mais je sais pas comment expliquer. Il y a un petit truc qui manque dans les 2-3 derniers tomes que j'ai lus, qui fait que c'est sympa, mais sans plus, je trouve. J'espère qu'après montage, j'aurai réussi à faire une vidéo pas si longue, parce que là, je parle depuis un moment pour moi, à tel point que ma caméra surchauffe, même s'il fait pas très beau et pas très chaud aujourd'hui. Mais normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère qu'après montage, ça ira pour vous. Et j'espère aussi que la vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.